parler IA, je vais vous parler IA générative. Globalement, l'objectif, c'est un peu différent des talks que je fais d'habitude. Ça va être de vous partager ma vision, parler du futur, des perspectives. Vous allez voir, c'est pas du tout technique, même si je risque d'avoir du mal à m'empêcher d'utiliser un ou deux termes un peu chelous de temps en temps. L'objectif, c'est de vous donner une intuition sur ce qui est en train de se passer, pour vous éclairer un petit peu sur la suite. Je vais peut-être même réussir à en amuser quelques-uns, on verra. Si vous avez peur de vous ennuyer, ne vous en faites pas. Il y aura de jolies images, beaucoup de jolies images. Il y aura 2 films, il y aura même un jeu vidéo. Donc no worries, vous pourrez vous y retrouver. Si vous êtes vraiment difficile, comptez le nombre de du coup que je vais dire pendant la presse. Et bon, tout le monde devrait y trouver à peu près son compte. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc bonjour ou rebonjour, moi c'est Nicolas et globalement ça fait à peu près 15 ans que je suis dans l'IA. On va commencer par se synchroniser. Comme je vous l'ai dit, je tente un truc côté direction artistique, il n'y aura pas beaucoup de texte, il va falloir se concentrer sur ce que je dis. Donc si vous pouvez tous lever le petit doigt pour qu'on se synchronise. On synchronise nos chakras. Très bien. Bon, on va parler intelligence artificielle, hein, c'est le début, le commencement. Mais pour ça, on va d'abord devoir parler intelligence et on va essayer de poser quelques petites définitions qui nous aideront pour la suite. Globalement, les slides, ça va être ça tout le long. Je vous ai mis le prompt ici en bas à chaque fois. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez essayer de reproduire ces images sur ChatGPT. Je suis un fan de Descartes. Lui, c'est Descartes, là. Et il se bat contre un robot. Descartes, c'est le fondateur de la méthode scientifique et de la philosophie moderne. Et il a beaucoup parlé intelligence. Et pour lui, l'intelligence, ça se composait autour de 2 éléments principaux. L'intuition, je vais vous lire la définition parce qu'elle est un peu pénible. C'est la connaissance immédiate et certaine de la vérité d'une idée par sa nécessité intrinsèque. C'est quelque chose d'inconscient. On ne raisonne pas, on semble juste savoir. Et le deuxième élément, c'est la déduction. Ça va être un enchaînement de propositions, des prémices liées à une conclusion qui préserve la vérité. Mais c'est aussi l'imagination et la mémoire qui vont venir nourrir cette intelligence. Cette définition, elle est importante pour moi parce qu'elle découpe l'intelligence en différentes caractéristiques. C'est hyper dur de savoir ce qui est intelligent ou pas, parce qu'il y a différentes caractéristiques qui viennent nourrir un petit peu cette notion d'intelligence. Et surtout, il n'y a pas de consensus scientifique autour d'une définition unique de l'intelligence. C'est un sujet qui est abordé en psychologie, c'est un sujet qui est abordé en philosophie, c'est un sujet qui est abordé en neurosciences. On parle de QI, on parle de quotient émotionnel. On sent qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais les communautés scientifiques ne se mettent pas d'accord sur une définition unique. En 1986, une superbe année, une vingtaine de psychologues ont essayé de sortir une définition commune. Il n'y a rien qui est sorti de là. En philosophie, il y a aussi plein de choses autour de travaux sur qu'est-ce que l'intelligence, etc. Justement à cause de l'IA, parce qu'on a envie de savoir s'il y a une IA, est-ce qu'elle est intelligente, et nous, comment ça se passe. Mais il n'y a pas de consensus. Moi, je vous propose celle-ci, qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien, la capacité générale d'adaptation à des situations nouvelles. C'est hyper large, c'est vraiment hyper large, mais ça nous différencie plutôt pas mal d'une huître. Parce que si on met une huître dans une voiture, elle ne va pas faire grand-chose, pour autant c'est hyper nouveau pour elle. Et surtout, ça fait apparaître une notion d'environnement. La situation nouvelle, elle vient de quelque part. En soi, l'intelligence, dans un bocal, ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit quelque chose qui interagisse avec son environnement. Et du coup, ça permet d'avoir des degrés d'intelligence, en fonction de cette capacité, justement, et de pouvoir la spécialiser. Certaines personnes, certaines entités, des animaux, des êtres humains, vont être plus ou moins à l'aise dans différents types de situations. Et du coup, l'intelligence artificielle, moi je vous propose cette définition-là. Ce sont les systèmes qui permettent de réaliser ce qui était jusque-là exclusif aux humains. C'est un scope très IT, très dev, applicatif, informatique. Il y a aussi des définitions en sci-fi, il y en a en robotique, etc. Moi, je vous propose celle-ci.
parce qu'on va parler de produits, on va parler de fonctionnalités. Et elle a un côté intéressant, c'est qu'elle est dynamique. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est pas l'intelligence artificielle qu'il y avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc finalement, c'est hyper intéressant parce que ce qu'on pensait exclusif aux humains, ça évolue avec le temps. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Turing. Lui, en 1950, il parlait déjà d'intelligence artificielle. C'est en 1950 qu'il a théorisé le test de Turing pour savoir si un système est intelligent ou pas. Le pauvre, s'il avait vu ChatGPT, il aurait un petit peu balisé. Mais voilà, parce que la machine de Turing, c'est-à-dire les premiers ordinateurs, ils étaient déjà capables d'automatiser certaines tâches. Donc à l'époque, déjà, on s'est dit oh, mais c'est des machines intelligentes, comment est-ce qu'on définit l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu le stress. Je ne sais pas quel genre de questions ils se posaient, j'étais pas là. Par contre, je peux vous raconter une anecdote. Moi, mes 2 parents étaient enseignants, et il y a eu un moment où l'Éducation nationale leur a dit apprenez le développement, demain tout sera fait avec du code, quoi, parce que les machines sont intelligentes. C'est plus tout à fait la même définition qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, donc pour moi, ce sont les systèmes qui permettent de réaliser ce qui était jusque-là exclusif aux humains. Et du coup, l'IA générative, comment on la définit? Tout le monde en parle, tout le monde l'utilise. Kezako. Moi, je vous propose déjà de demander à ChatGPT de se dessiner lui-même. Il a une haute image de lui-même, hein. Vous allez le voir plusieurs fois. Bon, c'est hyper mignon, hein. C'est un petit chat, mi-robot, mi-poilu, qui est assis sur un clavier, il répond aux questions. L'espèce de patate là, qui ressemble à un perroquet mi-poilu, mi-robot en guise de papate, c'est bizarre, mais bon, avec des yeux pareils. Ok. Et donc finalement, l'IA générative, hein, c'est les modèles d'IA qui sont un peu nouveaux, capables de générer des contenus pertinents. La notion qui est intéressante, c'est vraiment cet aspect génératif, créer, sortir du texte, du contenu, et la notion de pertinence. C'est pas nouveau, l'IA générative. L'IA générative, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on en faisait déjà, avec des réseaux de Markov, avec les premiers réseaux récurrents, etc. C'était dégueulasse, hein, concrètement, parce que ça avait pas du tout, il n'y avait aucune qualité dans le rendu, parce qu'on n'avait pas du tout les ressources, les données pour le faire. Mais concrètement, on en faisait déjà. Et donc ça permet de générer du texte, des images, du son, des vidéos. Tout ça, c'est évidemment porté entre autres par OpenAI, mais il n'y a pas que. Et donc ce qui a fait la popularité, ce qui a déclenché le phénomène d'IA générative, c'est la profusion de données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Je vous passe les sous-traitants offshore payés au lance-pierre pour qualifier la qualité des premiers prompts à l'ère de GPT-2. Je vous passe le scrapping de données massives dans tous les sens d'OpenAI. Le dernier en date, c'est qu'apparemment, ils auraient utilisé Whisper, un modèle qui permet de faire de la reconnaissance de son. Ils ont passé ça sur YouTube pour en extraire des millions d'heures de vidéos. Et globalement, ils ont mis tout ça dans un cluster de GPU. Ça coûte des centaines de millions de dollars. Ça consomme autant que 200 maisons pendant un an. Mais en tout cas, on a eu ChatGPT et les IA génératives. Et donc autour de ça, je vous ai parlé tout à l'heure de modèles, de produits, comment on fait la différence, c'est quoi les modèles, c'est quoi les produits. Il y a GPT, il y a ChatGPT, il y a OpenAI, il y a des API, il y a des IHM. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous propose de relever le doigt, le petit doigt. On continue de se synchroniser. On demande à ChatGPT, dessine-moi un modèle d'IA. C'est un peu vaporeux. Encore une fois, il a une sacrée image de son espèce, hein. On dirait un croisement entre le Big Bang et un objet stellaire hyper joli. On peut imaginer une infinité d'étoiles, tout un tas d'éléments, plein de connexions entre certains de ces éléments. C'est assez abstrait, alors que pour autant, pas du tout. On aurait pu le représenter sous la forme d'équations. J'aurais perdu la moitié de la salle, mais on aurait très bien pu le faire. Parce qu'un modèle d'IA, c'est avant tout un modèle mathématique, hein, qui va pouvoir apprendre sur la base des données qu'il voit passer. Et donc finalement, un modèle d'IA aujourd'hui, quand on en parle, ça va être ça va être l'artefact informatique qui porte les maths et les poids. Pourquoi je vous parle de poids? Ceux qui étaient à la conf d'Hakim tout à l'heure le savent sans doute déjà, hein. Il y en a beaucoup d'autres qui le savent aussi.
Mais c'est que globalement, si on prend l'exemple d'un modèle sémantique, donc qui travaille avec du texte, il n'apprend pas directement les textes par cœur. Il est capable de le faire, mais lui, en voyant passer des millions et des millions de textes, il va apprendre les corrélations entre les mots, il va apprendre la probabilité de voir apparaître tel mot en fonction de tel autre, etc. Et donc grossièrement, il apprend une distribution de probabilité des mots ou des phrases en fonction d'un contexte donné. C'est assez facile de se le représenter quand on parle de texte, mais c'est à peu près la même chose quand on parle d'image ou de son. C'est juste qu'il va considérer des pixels au lieu des mots ou des phrases. Et finalement, si on imagine une photo d'un paysage enneigé, il y a de fortes chances que la probabilité qu'un pixel voisin d'un pixel blanc soit blanc aussi. Donc voilà. Et donc ce modèle d'IA, il encode tout ce qui a été appris avec des maths, sous la forme de poids, de pondération, des chiffres, des millions, des milliards de chiffres, qu'on appelle des poids. Et donc tout ça, on l'encode, on l'enregistre dans un artefact informatique. Et des modèles, il y en a eu des tonnes. Rien que pour le sémantique, donc avec les Large Language Models, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air assez clair. Ça a commencé en 2018. Donc en 2018 avec Word2Vec, FastText, mes amours de jeunesse. En 2019, on voit arriver tout en bas là, le premier GPT-1. Personne n'en a entendu parler ou presque. Jusqu'à 2020, tous les modèles sont open source. GPT-2 est annoncé en 2020, une première fois par Elon Musk, qui dit que le modèle est trop puissant pour être publié. Et on observe encore une majorité de modèles open source jusqu'en 2021. GPT-3 sort dans l'anonymat presque total, mais on commence à sentir qu'il y a de l'avenir. Je ne sais pas si vous voyez, suite à ça, globalement, il n'y a plus des masses de modèles open source. Deux raisons à ça. La première, c'est que les modèles sont de plus en plus gros, ça coûte de plus en plus cher à entraîner. Du coup, on a un peu la flemme de les laisser à la concurrence. Et c'est surtout à cette période-là, en faisant les premiers tests avec GPT-3, qu'on va commencer à entendre parler d'alignement de modèles. Tout le monde constate que GPT-3, quand on lui met le début des paroles d'une chanson, il est hyper fort pour nous terminer la chanson. Et on se dit, mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à aligner cette capacité de génération avec l'intention que nous, on a en tant qu'utilisateurs quand on lui demande quelque chose. Et donc c'est ça, cet aspect alignement, qui va permettre d'arriver à plein d'autres méthodes, comme, je trouve le petit bouton rouge, InstructGPT ici, qui va permettre en fait de trouver, grâce à des humains, je ne vais pas rentrer dans le détail, comment apprendre à un modèle à répondre à une question plutôt qu'à finir bêtement une phrase. Donc voilà, et finalement, tout ça, ça a été drivé principalement par quelques entités, hein, par Google, par Meta, par OpenAI. Depuis 2023, c'est un peu plus calme. Ça évolue encore beaucoup, et je veux dire c'est hyper rapide hein, pour un domaine de recherche encore ouvert, mais c'est quand même beaucoup plus calme. On sent qu'on arrive à un espèce de plateau technologique d'un point de vue scientifique. Mais finalement, c'est pas les modèles qui nous intéressent. C'est pas les modèles qui font qu'on parle de ChatGPT aujourd'hui. GPT-2, GPT-3, donc les 2-3 data scientists qu'il y a dans la salle les avaient peut-être vus passer. C'est pas à ce moment-là que c'est rentré dans le grand public. Ce qui a fait parler de l'IA générative, ce qui a donné une spéculation spectaculaire à tout un tas d'entreprises, etc., c'est ChatGPT. Et ChatGPT, c'est un produit. Et le génie d'OpenAI, c'est que finalement, derrière ChatGPT, il n'y a pas un seul modèle, il y en a plusieurs. Il y en a un qui résume la requête. Il y en avait un, je ne sais pas s'il existe encore, qui détectait la langue de la requête. Il y avait des intégrations entre le texte, les images, etc. De la détection de propos toxiques, de propos discriminants, etc. etc. Et surtout, le modèle ChatGPT, il était hyper lent, mais vraiment d'une lenteur incroyable. D'où l'output caractère par caractère. Et du coup, c'est hyper bien parce que ça nous permet, nous, humains, d'anthropomorphiser le résultat. Je suis fou en même temps de vouloir caser des mots comme ça dans une presse. On anthropomorphise le produit, et du coup, on a ça à un côté, oh, mais je suis en train de parler à un humain. Alors qu'en fait, à l'origine, c'est juste que le modèle, il est lent. Mais donc voilà, les produits, finalement, les produits, c'est des biens, des services qui permettent de satisfaire les besoins ou les désirs des consommateurs. Et donc c'est ça la définition d'un produit. Et donc ChatGPT, il a permis à tout le monde de se rendre compte que l'IA générative
pouvait permettre de satisfaire certains besoins ou certains désirs. Ça ne le fait pas forcément mieux ou plus vite que d'autres alternatives, mais ça permet de pouvoir avoir dans une même interface une recette de cuisine, un partenaire de Turing test, ou à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Et finalement, c'est comme moi, quand j'ai eu mon premier PC à moi, on a l'impression qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Mais des produits aujourd'hui, il y en a des tonnes. Il y a ChatGPT, il y a DALL-E, donc qui lui fait des images. Il y a le petit lapin là au milieu, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est un petit boîtier relié à Internet qui permet d'interagir avec des API de ChatGPT, un peu comme avec un téléphone. Il y a Tom qui permet qui permet de faire des slides. Perplexity qui est un moteur de recherche. Claude qui est l'alternative à ChatGPT mais par Anthropic, Gemini qui est l'alternative à ChatGPT mais par Google, Copilot qui est l'alternative à ChatGPT mais par Microsoft, Killbot qui permet de reformuler des phrases, Cohere, Cocorico c'est des Français. Donc voilà, il y a plein de produits autour de l'IA générative, même Canva c'est de là que viennent toutes ces slides-là, propose des fonctionnalités d'IA générative. Donc voilà, c'est en train de s'incruster dans tout un tas de produits. Mais il n'y a pas que les produits. Vous pouvez profiter de mon super atelier de craftsmanship. La table, là, elle est hyper bancale. Les pieds, c'est n'importe quoi. Mais voilà, profitez-en 2 secondes. Parce que finalement, il y a aussi tout un tas d'outils qui permettent la création de produits IA. C'est tout un écosystème, il y a plein de choses. Il y en a qui permettent la création, l'entraînement de modèles. Il y en a qui permettent d'intégrer un modèle dans un logiciel un peu plus large. Il y en a qui permettent de faciliter l'interaction entre un utilisateur et un modèle, etc., etc. Donc en voilà un exemple. Donc on a encore une fois ChatGPT. On a LangChain qui permet de lier facilement, de faire plein de choses avec les LLM. On a Llama, Llama 2, donc, qui sont des modèles réutilisables. On a Hugging Face qui permet c'est un repository de modèles. On a Copilot qui nous permet éventuellement de nous aider à coder ou de répondre à plein de questions. On a Mixtral, encore des Français, Cocorico, qui mettent à disposition des modèles, des services, des API. On a la main index pour indexer des données et interagir avec des LLM. Encore une fois, on a tout un tas d'outils. Vous pouvez reposer vos petits doigts. Normalement, on est à peu près synchronisé. Donc on a parlé intelligence, on a parlé intelligence artificielle, on a parlé de modèles, on a parlé de produits, d'outils, mais finalement ça nous amène où ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout cet écosystème? Et donc je vous propose un tout petit retour dans le passé. Promis, c'est pas de l'auto-promo. Bonne chance si vous arrivez à me reconnaître déjà. On va pouvoir commencer ce talk et on va la poser à vous, cette question très simple. Qui dans la salle a peur de se faire voler son boulot par une intelligence artificielle? Allez, faites pas des timides d'entre nous. T'as peur toi aussi, Nicolas? On va essayer de vous rassurer. Non, c'est vrai que quand on voit de plus en plus d'articles de ce genre dans les médias, l'intelligence artificielle va remplacer tous les développeurs d'ici 2040. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les programmeurs? Ou encore, comment les robots vont dominer le monde? Pourquoi nous devons arrêter les scientifiques maintenant? Etc., etc. Un petit dernier pour la route. Est-ce que l'intelligence artificielle va dominer le monde? Bon, on va pas se mentir, toutes les sources sont pas forcément fiables. Il y a beaucoup de pièges à clics, mais on sent quand même une tendance qui se dégage et qui essaye de nous dire que la prochaine équipe de développeurs du coin va ressembler à cette magnifique armée de robots. Donc voilà, et ça c'était en 2018. Donc c'était avec Tanguy. Moi j'étais celui de gauche qui avait des cheveux. Je ne sais pas si vous m'avez reconnu. C'était pas facile. Donc voilà, mais il y a 6 ans, on se posait déjà ces questions-là. Et dans ce talk, finalement, on avait construit un jeu de Pac-Man en remplaçant un maximum de composants par des IA, la génération des images, le moteur de jeu, l'IA des fantômes, etc. Et la conclusion à cette époque-là, c'était que non, l'IA ne remplacera pas les développeurs. Et globalement, je partage toujours cet avis-là. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Parce que finalement, avec les nouveaux outils mis à disposition, on a quand même envie de revoir un petit peu cette vision-là. Et finalement, il y a une différence entre un outil, comme ce pinceau,
et la façon dont on s'en sert. ChatGPT, il ne sait pas bien comment s'en servir. Déjà, il met de la peinture partout à côté de sa feuille blanche et il utilise 2 pinceaux à la fois. Bon, ça n'a pas l'air hyper pratique, mais c'est hyper joli. Parce que finalement, non, plus que des produits en 2024, ce qu'on voit apparaître, ce sont de nouveaux usages. Question un peu intime. Qui ici s'est déjà nettoyé une oreille avec un coton-tige? Vous savez que ça ne sert pas à ça. C'est pas fait pour ça. Pour autant, bon, c'est un usage, c'est rentré dans les mœurs, etc. Et nous, c'est les usages qui nous intéressent pour finalement voir où l'IA prend réellement dans le monde d'une manière consensuelle. Parce que rappelez-vous, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à une nouvelle situation que lui envoie son environnement. Et ça, c'est nous qui le faisons, quoi. Les cotons-tiges, ça avait l'air pratique, on se les met dans l'oreille, ça permet de se nettoyer l'oreille. Voilà, bon, c'est peut-être pas très intelligent, mais nous, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, et on va revoir un petit peu 2 gros usages majeurs qui ont pris un peu d'ampleur. On va essayer de creuser pour voir que finalement, ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Je vais virer mon pointeur quand même. Donc le premier usage, ça va être les front-ends sémantiques. Ouais, c'est une image hyper ésotérique. C'est un ordinateur, il n'est pas très récent, un peu mystérieux. On peut y mettre 4 disquettes cheloues. Il n'y a pas de souris, il y a un beau clavier mécanique. Et dessus, il y a du blougi-boulga, on ne comprend rien. Mais ça a l'air de démarrer une espèce d'incantation magique ou quoi. Et donc, bon, les front-ends sémantiques, bref, c'est ce qui permet de faire un dialogue conversationnel pour obtenir une information ou un service. Et donc finalement, c'est une interface, une IHM, qui va être d'apparence simpliste, qui permet un dialogue pour obtenir ça. Et donc finalement, ChatGPT, qui repose sur un modèle qui a été entraîné en utilisant la quasi-intégralité d'Internet, il permet de répondre à tout un tas de questions. Donc plutôt que d'aller chercher sur Wikipédia, plutôt que d'aller chercher sur Google, on peut lui poser une question. Il a emmagasiné des tonnes de données et donc d'informations, et pour aller les chercher, on peut papoter avec lui. Je dis ChatGPT, mais ça peut être avec n'importe quel autre IHM conversationnel, qu'avec n'importe quel autre front-end sémantique. Finalement, c'est quelque chose qu'on vient proposer à l'utilisateur pour qu'il interagisse avec nos données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser des inputs hyper flous, hyper incertains, et les affiner, les raffiner au fil de l'eau. Donc voilà, c'est le premier gros usage, c'est comment on va chercher l'information. Mais c'est finalement une évolution qui est assez classique. Google, au tout début, donc Google Search, c'était ça marchait par mots-clés. Et globalement, si les mots-clés n'apparaissaient pas dans les sites internet sur Internet, ils n'étaient pas retournés par notre requête, quoi. C'est soit ça match pas, et si ça match pas, plus. Et ensuite, Google, il n'y a pas que, tous les autres moteurs de recherche ont commencé à y injecter de l'autocomplétion, où là, on avait les mots les plus probables à la suite du mot qu'on est en train d'écrire étaient proposés. Ça permet de gagner du temps, ça permet des fois d'identifier des recherches cheloues que font les autres personnes. Mais l'objectif ici, c'est vraiment un gain de temps, faciliter la vie de l'utilisateur et surtout le guider un petit peu pour éviter les fautes d'orthographe. Anthropomorphiser, voilà, c'est pas facile quand même. Donc voilà, et maintenant, la recherche d'informations, ça peut ressembler à ça. Donc là, c'est moi qui papote avec ChatGPT. Je lui dis, je veux en savoir plus sur l'API management, soit très concis, parce que je voulais que ça puisse tenir dans un petit screenshot. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, l'API management est un ensemble d'outils et de processus permettant de créer, documenter, contrôler et surveiller les API. Il facilite la gestion, la sécurité, la découverte et la promotion des API pour les développeurs internes et externes. Et je lui ai demandé, est-ce le rôle d'un architecte? Soit très concis. Oui, l'API management relève souvent du rôle de l'architecte logiciel dans une organisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez lever le petit doigt si vous êtes OK. Attention à ne pas se désynchroniser complètement. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une réponse. Elle n'est pas du tout contextualisée. Il y a des entreprises dans lesquelles l'API management, c'est un rôle à part du rôle de l'architecte. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas, ça fait sens, quoi. C'est intéressant. Et je lui ai demandé d'être concis en plus, donc on ne peut pas lui en vouloir sur le manque de détails. On peut imaginer que si je lui avais demandé
de m'expliquer un peu plus de trucs sur la sécurité, il m'aurait parlé de contrôle d'accès, etc. Mais globalement, de manière générale, pour explorer un domaine nouveau de manière superficielle, c'est OK comme façon de faire. Moi, perso, je préfère utiliser Gemini de Google parce qu'il y a une fonctionnalité de fact-checking où il va nous remonter les sites web qui affirment telle ou telle notion. Mais bon, c'est libre à vous. Mais pour les contenus plus complexes, c'est à vos risques et périls. Si c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas être en mesure de savoir qualifier si oui ou non il a raison ou tort. Surtout que c'est des modèles qui hallucinent. Donc c'est-à-dire que des fois, ils vont nous inventer du contenu qui sort de nulle part. C'est pas une métrique qui est beaucoup publiée par les gens qui font des modèles. La dernière fois que ça l'était, on était entre 12 et 15 ou 20% de taux d'hallucination. C'est pas ouf. Mais voilà, ils sont entraînés pour répondre quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, ils vont répondre, même si vous leur demandez si on peut faire fondre un œuf. Le deuxième cas d'usage, c'est le copiloting. J'adore cette image. C'est une de mes préférées de la presse. C'est un humain chauve, j'aime bien. Et un robot qui parcourt une route. Ça ressemble vachement à Guitar Hero, c'est beau, c'est très joli, dans un vaisseau avec un tableau de bord qui n'est pas hyper intuitif, mais qui a le mérite d'exister. Donc voilà, et finalement, le copiloting, ça va être l'accompagnement de l'utilisateur pilote vers une tâche à accomplir. C'est un peu plus précis que les front-end sémantiques. On a vraiment une tâche, un objectif un peu plus précis vers lequel on a envie d'amener l'utilisateur. Et surtout, il y a cette notion de l'utilisateur reste aux commandes. L'humain est au centre de l'usage. De manière inhérente, c'est lui qui va valider ce qui est fait. Et surtout, ça va être des suggestions plutôt que des affirmations. Et le fait de se baser dans un contexte de tâches précises, c'est que ça permet de contraindre un cadre qui va être en général un peu plus spécifique que tout Internet. Du coup, ça permet d'avoir un environnement plus simple. Et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, plus on sait s'adapter, plus on est intelligent. Du coup, plus on a un environnement simple dans lequel on est en maîtrise, plus les outils vont nous sembler intelligents. Et donc finalement, plus c'est facile d'en faire quelque chose. Et donc le copiloting, évidemment, ça a surtout pris à travers le code, parce que le code, au tout début, ça pouvait ressembler à ça. Perso, moi j'ai commencé avec Turbo Pascal, mais bon, why not. Ça c'est VI, ça aurait pu être Vim, ça aurait pu être Emacs, peu importe, c'est du code, il n'y a rien d'autre, c'est presque pur. Oh, il ne me reste pas beaucoup de temps du tout. Bref, ensuite il y a eu de l'autocomplétion. Voilà, ça permettait d'être un peu plus... de chercher un peu plus loin dans ce qu'il y avait autour de notre IDE, dans notre projet. Ça permettait d'avoir des informations, de gagner un peu de temps, encore une fois, donc sur les fonctions, les paramètres. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. On peut générer des bouts de code entiers juste à partir de commentaires. Attention quand vous faites ça, quand on code nous-mêmes, il y a notre carte mentale qui se met à jour, donc on sait quels sont les liens, qu'est-ce qui est créé. Quand quelqu'un d'autre le fait pour nous, ici une IA générative, on ne le met pas à jour de la même manière, cette carte mentale. Du coup, on est moins en maîtrise de ce qu'on est en train de faire. Mais le copiloting, on peut aussi s'en servir, comme je l'ai fait pour ces slides, pour générer du contenu, des images, des slides, etc. Et finalement, nous voici aujourd'hui à peu près ici. À gauche, c'est l'informatique, c'est rigide, c'est froid, c'est gris. Et à droite, c'est un peu plus organique, lumineux, il y a plein de connexions, ça donne envie d'aller y jeter un coup d'œil. Et donc en fait, on est en train de passer d'un paradigme de déterminisme contrôlé à un paradigme d'exploration supervisée. C'est pas des gros mots. Hein. Déterminisme contrôlé de 2000-2015, des IHM rigides, des règles de gestion, des menus, des strates, l'outil plus que le besoin. Globalement, c'est je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux, j'apprends à y accéder, j'applique la méthode. Et là, 2015, peut-être jusqu'à 2030, c'est le chat, les contenus recommandés, les interfaces unifiées. J'ai un besoin, je le formule, j'explore, je contrôle et je fais ou je laisse faire. Donc voilà, on est un peu à la croisée des chemins. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des produits de transition. L'Omnibox de Google qui permet de faire des additions, des recherches, d'aller sur Google Maps, tout au sein d'une seule interface unifiée. Netflix, Amazon, dehors les menus,
On recommande du contenu sur la base de ce qu'on a aimé. On peut explorer de manière plus fine, mais concrètement, c'est le service, le produit qui nous amène les données. Le scroll infini, plus de catégories. Les contenus sont triés, ils sont de manière pertinente ou pas, et on peut faire ça toute la nuit. Et finalement, ce qui résume le mieux tout ça, c'est TikTok. Tout est fait en back-office. La première fois qu'on ouvre TikTok ou équivalent, on n'a rien à faire. On ne va pas dans des menus, des catégories. Juste, si on regarde, c'est-à-dire qu'on aime, on va avoir des choses équivalentes, etc. Tout est fait en back-office. Et donc finalement, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est des changements d'usage, des choses qui rentrent un petit peu dans les mœurs. Et donc finalement, moi je pense que plutôt qu'une révolution totale, etc., IA générative, c'est une révolution similaire à celle des smartphones qu'on est en train de vivre. Vous savez, avant, il y avait plein de gros logiciels qui font plein de trucs, et on est passé à il y a une application pour ça. Les taxis, ils existent depuis hyper longtemps. Sans iPhone, il n'y aurait jamais eu Uber. Il y a des nouvelles gares de chapelle, il y a plein de choses. Mais concrètement, ce qu'il faut garder à l'idée, c'est qu'il y a plein de nouvelles choses qui ont été proposées, mais les services, le back-office, etc., tout n'a pas changé du jour au lendemain. Donc voilà, on est dans une évolution plutôt qu'une révolution. Et la plus grosse évolution, c'est dans notre façon de considérer l'information et la donnée. C'est un peu chelou comme image. À gauche, donc, la donnée structurée. À droite, une donnée un peu plus organique. Et donc finalement, on passe de la requête paramétrée, où on sait ce qu'on cherche, à une découverte un peu plus guidée. On a une idée vague, on interagit. Et donc finalement, on commence à parler de jumeaux numériques. Comment on fait pour rentrer la donnée de notre récit dans les IA génératives, etc. On va parler de vectorisation des connaissances. Et finalement, la clé d'interrogation, c'est plus un terme spécifique qu'on va faire matcher dans un champ, ou une clé technique, mais ça va être une requête floue qui va être interprétée. Et j'aime pas cette image, mais bon, galaxie sémantique, je sais pas, ChatGPT, il n'était pas inspiré. Mais finalement, les données, pour qu'elles soient textuelles, structurées ou pas, c'est un peu comme une galaxie. Et finalement, tout n'est que vecteur. Je vous l'ai dit au début, les modèles, ils savent interagir qu'avec des chiffres, etc. Et aujourd'hui, les mots, les phrases, les images, les vidéos, les sons, la voix, tout est représenté sous forme de vecteurs. Les modèles multimodaux, comme GPT-4 et compagnie, en gros, si vous leur dites banane ou si vous leur montrez une image de banane, la représentation interne, elle est hyper proche. Mais du coup, c'est pas très facile de faire une requête précise avec des vecteurs. Et une requête avec des vecteurs, ça ressemble à ça. Je vous avais promis un jeu vidéo. Le prompt engineering, les interactions avec ChatGPT, ça marche un peu comme ça. On trace un premier trait, un vecteur, on voit si ça tombe dans le mille ou pas, on corrige, et voilà, et on interagit avec, on s'affine avec le temps, et c'est de mieux en mieux. Moi, j'aime bien cette analogie, parce que globalement, je serais incapable de parier à l'avance pour savoir si je vais réussir le niveau en une seule fois ou pas. Mais pour le coup, je sais qu'en réessayant, en faisant du trial and error, je vais réussir à avoir un résultat qui m'intéresse, qui correspond à mes attentes. Est-ce que je lancerai une fusée comme ça? Non. La partie qui nous intéresse le plus, mais du coup sur laquelle je vais aller vite parce que le temps passe, les perspectives. Ça c'est Bibi, c'est pas vraiment Bibi, moi mon bureau il ressemble pas à ça, mais on va essayer de prédire le futur ensemble. Donc c'est pas un exercice facile, vous avez le droit de m'enregistrer puis de venir me voir dans 5 ans en disant c'était pas du tout ça. Ça n'engage que moi. À court terme, on va dire horizon 0-2 ans. C'est pareil, des fois il y a des images de ChatGPT, vraiment il n'y arrive pas. Rien ne va changer. Presque rien ne va changer. L'adoption de nouveaux outils, ça prend énormément de temps. Il y a trop d'interrogations.
les biais, les discriminations, les coûts. Il n'y a aucune standardisation des outils, il n'y a aucune standardisation des prompts, de comment on interagit avec. Les modèles évoluent trop vite, sans aucune rétrocompatibilité de ce qu'on envoie dedans. Ce qui marchait il y a 1 an ne marche plus aujourd'hui. On ne peut pas contraindre les modèles, on ne peut pas les forcer à répondre, on ne peut pas les forcer à nous dire s'ils ne savent pas. Donc, comme outil de productivité personnelle, il n'y a aucun problème, ça va arriver petit à petit, mais ça ne va pas bouger hyper vite, ça ne va pas être chamboulé du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on va voir venir, on va se l'approprier et on va choisir de comment on l'utilise. Et du coup, on ne va pas vraiment avoir des usines comme ça, surtout avec des machines au milieu de rien qui ne peuvent même pas atteindre la ligne de production. Mais bon, on va essayer d'automatiser, donc je vous conseille d'automatiser tout ce qui est automatisable, tout ce qui va être les tâches rébarbatives, voilà, tant que vous avez le budget, les infras, les compétences et aucune contrainte, faites-vous plaisir. Automatisez les CR de réunion, certaines rédactions qui ne sont pas hyper coûteuses, certains tests, le code sans plus-value, accélérer un POC avec ça. Je pense que tout le monde en a un peu là, essayer de voir comment ça peut, ça peut améliorer le quotidien. Elle est bizarre. Elle est bizarre. C'est le contrôle d'accès aux bases de données compartimentalisées. Je vous ai parlé de jumeaux numériques tout à l'heure, comment on fait pour faire cohabiter son SI avec les besoins de l'IA générative. L'IA générative, ChatGPT, ils connaissent très bien Internet, ils ne connaissent pas les spécificités techniques qu'on va avoir, nous, dans un contexte. Pour ça, il y a des techniques comme le RAG. Hakim en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça nécessite de pouvoir injecter de la donnée, techniquement en fonction des usages, quels qu'elles soient, où qu'elles soient, dans le système LLM, dans le fameux front-end sémantique. Du coup, on va avoir de plus en plus de problématiques autour de la dynamique des habilitations. Comment on fait pour élever les habilitations du LLM, du front-end sémantique, en fonction de l'utilisateur qui interagit avec. C'est coucou, je veux des données RH, je veux les salaires moyens de toute l'entreprise, nope. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de sujets autour de ça, autour de la gouvernance de la donnée, la gestion des accès, comment on fait pour filtrer tout ça, pour autoriser les gens à accéder aux informations dont ils ont besoin au travers de ces front-end sémantiques. Parce que ça coûte trop cher pour faire un modèle par utilisateur, on ne peut pas en instancier 10 000 en même temps. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de sujets autour de ça. À moyen terme, donc on va dire au-delà de 2 ans. Il me reste 5 minutes. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Mais attends 5 minutes, Alex, et tu m'as pas... On a commencé en retard. Hein. Oh non, il reste 10 minutes. Je vous mets celle-là hyper vite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Devin. Devin, si vous pouvez lever la main. Ouais, bon, pour les autres, je mets ça vite fait. Là, globalement, c'est pour répondre à un besoin sur... Where the client wants to set up this computer vision model, which actually looks quite interesting. Seems very difficult to set up. I'm not sure how I would start doing this, but you give the task to Devin and ask Devin to figure it out, and things just kick off. Devin immediately goes ahead, and you can see it sort of starts setting up the repo. It actually runs into some issues here with the versioning. So if you watch how Devin deals with it, Devin's actually updating the code to make these things work. Je ne vais pas la laisser tourner en entier parce que ça va prendre un peu trop de temps. Globalement, Devin, c'est une solution qui est proposée, qui est fermée, par Cognition Labs, qui promet de pouvoir servir de développeurs à la demande. C'est un mélange de plein d'agents LLM qui, certains vont planifier une tâche à faire, d'autres vont faire du développement, etc. Et ils ont une communication hyper intéressante. Là, du coup, le but de cette vidéo, c'est de nous montrer à quel point Devin arrive tout seul à répondre à un besoin qu'il y a sur Upwork. C'est une espèce de plateforme où on met des besoins à dispo et des freelances ou autres peuvent y répondre. Il y a 2 minutes de vidéo où le machin il apprend à pull du code, à compiler, à faire des modifications dans le code et tout. Ça a l'air hyper bien. Sauf qu'il ne répond pas aux besoins initiaux. La demande initiale, c'était juste des instructions pour pusher ça sur une instance EC2 sur Amazon. On le voit pendant la vidéo. Vous pourrez la regarder sur votre temps si ça vous intéresse. On le voit identifier des bugs, corriger des bugs, etc. C'est que des trucs qu'il crée lui-même en fait. Il crée du code là où il n'y a pas besoin de créer du code. Ça fait des bugs, il arrive à les corriger, mais c'est quelque chose qui ne sert à rien. Donc voilà, on n'y est pas encore.
Surtout que globalement, si on regarde les timestamps, ça lui prend 12 heures. Un humain normal fait ça en 35 minutes. Donc voilà, le remplacement du dev n'est pas pour demain, mais il va y avoir des initiatives comme ça qui permettent de proposer des choses de bout en bout. Du coup, concrètement, à moyen terme, je pense qu'on va être plutôt comme ça, avec plus de taf. Parce que concrètement, toutes les solutions qui permettent de générer automatiquement des projets, etc., à chaque fois quand on creuse un petit peu, ça fait n'importe quoi. C'est génial de pouvoir automatiser les tests, créer des milliers de tests qui servent à rien. Ça crée du bruit et donc finalement plus de travail. Et cette génération de bruit, je pense que ça va être un des pires problèmes à moyen terme, parce qu'avec de plus en plus d'IA génératives qui font des CR, qui envoient des mails, qui font des réponses automatisées, on va se trouver dans des situations où on va avoir de plus en plus d'informations tout le temps qui ne servent à rien. Je veux dire, moi, depuis tout à l'heure, je vous fais des slides, il y a une image, 3 mots. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un roman pour faire passer des idées. Donc, à moyen terme, je pense plus de travail. Et surtout, il y a ça. Donc, l'effet rebond, globalement, c'est un truc qui vient surtout de l'énergie, etc. Dans l'automobile, on le voit beaucoup, les modèles sont de plus en plus efficients. Et plutôt que d'avoir des bagnoles qui consomment de moins en moins, on fait des bagnoles de plus en plus grosses. Et concrètement, il y a quelques études qui montrent que l'IA générative permet d'économiser 10, 15, 20% de productivité sur un projet informatique. En général, c'est pas parce qu'on fait 10% de productivité en plus qu'on peut enlever un développeur sur une équipe de 10. C'est plutôt qu'il y a 10% de projets en plus, tout court en fait. Juste, il y a plus de projets. Parce que finalement, si le goulot d'étranglement, c'est pas au niveau du développeur ou autre, si les features à développer vont littéralement 10% plus vite, le goulot d'étranglement, ça va être ailleurs. Ça va être quelqu'un en recette, ça va être quelqu'un qui doit valider, ça doit être le PM, le PO, peu importe. En tout cas, il y a un moment, il va y avoir un goulot d'étranglement. Et du coup, plutôt que d'attendre à ne rien faire, on va faire des choses en plus. À long terme, donc du coup au-delà de 5 ans, on va avoir, je pense, une crise de la responsabilité de l'authenticité. Si les IA génératives, commencent à être notre façon par défaut d'aller chercher l'information, comment valider ce qui est vrai, ce qui est généré, ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas? Aujourd'hui, on marche à la confiance réciproque, on se fait confiance les uns les autres, on a des contrats entre nous, mais aussi avec les services, les API. Les API, c'est des contrats d'interface. Et la rigidité de l'infrastructure et des services, finalement, assure une cohérence et une conformité. Mais dans un monde plus exploratoire et organique, finalement, qui assure la qualité et la conformité? Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de sujets autour de la bonne information, la vérité vraie. On le voit déjà beaucoup sur les réseaux sociaux avec les fake news, etc. Ça risque de transpirer au sein des SI. Si on a une information qui est de plus en plus incertaine, ça va être de plus en plus dur de savoir à quoi on fait confiance. Et donc finalement, les questions de gouvernance de la donnée actuelle, ça va prendre de plus en plus de place. Et la traçabilité de la donnée, ça deviendra absolument capital. Et je ne serais pas étonné que ce soit un cas d'application hyper intéressant pour la blockchain. Et qui est responsable? Parce que finalement, quand c'est un dev qu'on embauche ou un prestat, il y a un contrat, etc., si jamais il y a une erreur vraiment hyper critique qui crée un gros problème, on a un responsable. Si demain, il y a un compte-rendu qui est généré, qui est envoyé par mail, le mail est résumé par une IA, lu, et ça entraîne un quiproquo, qui est responsable? Donc est-ce qu'on va avoir la création de comités de relecture et de validation des informations? Dans certaines boîtes, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Mais du coup, de la même manière que la responsabilité en cas d'accident fait grand débat pour les voitures autonomes, on va avoir les mêmes questions dans les systèmes d'information. Qui est responsable si jamais nous, on active un Devin ou je sais pas quoi pour faire un petit bout de code et qu'il y a un problème qu'on n'a pas vu passer? Ça, c'est mon image préférée. Je pense qu'on va aussi avoir un retour en force, donc à plus long terme, de l'artisanat logiciel. Il y a le low-code, il y a le no-code, demain il y aura peut-être le gen-code, et je pense que du coup, il va y avoir un retour en force du code artisanal, un peu comme le Made in France, du fait main, où il y a un savoir-faire, on a une confiance, on a une habitude de travailler avec quelqu'un. On va pouvoir confier toute la chaîne de valeur à quelqu'un en qui on a confiance, où c'est pas l'IA qui fait tout.
Et du coup, pour pouvoir faire mieux, finalement, on fera peut-être moins rapidement, mais sans avoir à tout recasser à chaque fois. Parce que Devin, si jamais vous lui faites une première expression de besoin et une deuxième contradictoire, il n'en a rien à faire, lui, de tout casser et de recommencer à zéro. Là où si vous faites appel à un expert, lui va vous dire attends, si tu as besoin de faire évoluer ton SI, passe plutôt par là, c'est plus modulaire, plus facile à faire évoluer. Donc je pense que ça va revenir en force. Et du coup, mes préconisations, moi, par rapport à ce futur qui sera ou ne sera peut-être pas, ça, c'est nos 3 communautés. Data, DevOps, Conseil. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec l'ingénieur DevOps. Côté data, les choses qui vont rester, devenir, prendre encore plus d'importance, ça va être tout ce qui est les flux de données, les interconnexions, tout ce qui va être le data cataloging, etc., la data gouvernance, la connaissance fine du fonctionnel, pour essayer de comprendre ce qui se cache la donnée, ce que la donnée ne dit pas d'elle-même, ce qu'un modèle d'IA aurait du mal à capter. Ça va venir des compétences incontournables. Il va aussi y avoir beaucoup de besoins autour des biais, de la discrimination, parce que ça va être des verrous à faire sauter absolument avant de mettre des outils de GenIA et compagnie en prod. Il va aussi y avoir des problématiques d'indexation, donc pour les RAG, pour comment on fait pour mettre de la donnée à nous dans un front-end sémantique. Et évidemment, tout ce qui tourne autour des bases de données vectorielles, embeddings, etc. Comment on structure cette représentation vectorielle avec nos données qui sont hyper structurées, hyper rigides, comment on fait pour les rendre plus organiques. Pour le beau gosse là, DevOps, tout ce qui touche à la dynamique j'ai dit la dynamite, à la dynamique des accès, le gain de performance, la documentation hyper contextualisée de bugs. Et il faudra avoir une vision très variée des outils et des méthodes pour repérer les axes d'amélioration du code qui va peut-être demain être suggéré. Pour être sûr que quand ChatGPT, Copilot, Devin, peu importe, fait une suggestion, qu'on sache avoir le recul nécessaire pour se dire oh, non, là, ça c'est pas une bonne idée. Un esprit critique encore plus aiguisé pour challenger du coup continuellement les suggestions qui viendront peut-être ou peut-être pas. J'y vois aussi une bonne opportunité de tester le TDD, puisque finalement c'est assez facile maintenant de générer automatiquement des tests à partir d'un besoin fonctionnel. Et de manière technique, se concentrer sur le pourquoi on utilise une méthode, un framework, un algo, plutôt que le comment on l'utilise. Parce que du coup, la responsabilité de la syntaxe, peu à peu, glissera peut-être vers des modèles automatisés. Côté conseil, côté agile, ça va aussi être le pourquoi, mais le pourquoi du besoin. Parce que le besoin final, on sait qu'il n'est pas facile à aller chercher. Je veux dire, les IA génératives, on leur fait une expression de besoin, même si elle est naze, on va avoir du code, on va avoir un livrable. Du coup, cette compétence de pouvoir creuser, de pouvoir comprendre c'est quoi l'irritant, pourquoi il y a ce besoin, etc., ça va être hyper important pour ne pas prendre les raccourcis qu'une IA généraliste va prendre en proposant quelque chose d'hyper consensuel, là où finalement chaque besoin est très spécifique. Et donc l'humain, parce que l'IA, elle n'a aucune intuition, et donc aller chercher au-delà de l'écrit et comprendre du coup l'émotion pour pouvoir comprendre comment ça arrive là, pour ne pas se retrouver piégé par du contenu généré. Parce que des fois, on a une réunion, un coup de pression, et un chef de projet, lui, veut absolument ça, il pousse, il est énervé. 3 jours après, on a ça dans la backlog. Oui, mais pourquoi ? Voilà, s'il l'avait écrit lui-même à une IA générative, c'était fini, le projet, il arrivait. C'est essayer de comprendre d'où vient cette urgence, qu'est-ce qu'il y a d'humain derrière tout ça. Et donc finalement, en transverse, l'expertise ne sera jamais démodée. Parce que le savoir fin et l'expérience terrain, ça vaut toutes les distributions de probabilité du monde. Merci. Et pas merci ChatGPT parce que